Bonjour Robert Stöckers. Donc, pourriez-vous nous expliquer quelle est la situation de la Belgique actuellement et pourquoi elle est si catastrophique? Bon, d'abord, catastrophique, elle n'est peut-être pas plus catastrophique que la situation qui règne dans les autres pays d'Europe. Mais pour ça, je crois, surtout pour un public étranger, il faut faire une rétrospective et partir, sinon du début de l'histoire de la Belgique, mais de l'immédiat après-guerre. Donc nous sommes en septembre, le 2 et le 3 septembre 1944, donc les armées britanniques vont rentrer à Bruxelles, tandis que les Américains vont prendre le pays par plus à l'est, mais déjà à Mons, Charleroi, Liège, ce seront les Américains qui entreront les premiers. Dans la capitale, ce sont les troupes britanniques qui sont composées à ce moment-là de soldats canadiens, polonais et alors une petite armée belge qui a été recrutée en Angleterre, la fameuse brigade Piron. Donc là, on se trouve devant un problème, un double problème, qui est le problème du roi. Le roi s'est constitué prisonnier en 1940. Il a été expédié en Allemagne avec sa famille le 7 juin 1944, le lendemain du débarquement des troupes anglo-américaines en Normandie, et sa position est contestée. Elle est contestée parce qu'il a capitulé le 28 mai 1940 sans demander l'avis du gouvernement. C'est donc considéré comme une mesure autoritaire et antidémocratique que les partis en place n'acceptent pas. Ensuite, il s'est marié pendant le conflit, s'accordant de cette manière un statut qui n'est pas exactement celui d'un prisonnier, puisque la plupart des prisonniers, eux, n'avaient plus aucun rapport direct avec leur famille. Ça a été mal perçu. Ensuite, le deuxième problème, c'est que tous les partis qui avant-guerre, y compris la gauche, contrairement à ce qu'elle affirmait à la faveur de l'occupation, de briser ce que le père du roi Albert Ier avait institué en 1919. C'est-à-dire qu'il estimait, pour garder le calme dans le pays après le premier conflit mondial, à une époque où les révolutions se succèdent partout en Europe, et spécialement en Russie et en Hongrie, où il y a des pouvoirs bolcheviques, et en Allemagne, où il y a des révoltes, des soulèvements dits spartakistes dans la Ruhr, à Berlin, à Munich et dans d'autres cités. Donc le roi craint qu'un mouvement d'extrême gauche, un mouvement bolchevique à la belge, pourrait renverser le régime en place, remplacer la monarchie constitutionnelle établie au XIXe siècle par autre chose. Donc, il crée ce qu'on appelle les accords de l'OPEM. Les accords de l'OPEM, c'était d'offrir une tribune permanente aux trois partis dits traditionnels. On les appellera par la suite les partis dits traditionnels, puisqu'ils sont investis d'une mission d'encadrer le pays par les accords de l'OPEM en 1919. Et ces partis sont le parti catholique généralement majoritaire, ça s'appelait le parti catholique, ça deviendra les démocrates chrétiens, etc., au fil des décennies, le parti libéral et le parti socialiste qui est intronisé, qui est accepté par la monarchie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de l'armistice de novembre 1918.
Donc ça va être considéré comme une triade, si on peut l'appeler ainsi, une triade intangible. Mais la révolution bolchevique, le mouvement flamand qui n'est pas dissocié de la gauche dans les années 20, qui passera à droite dans les années 30, mais qui à l'époque est mitigé, les anarchistes, les contestataires de tous bords, etc., vont tenter de remplacer cette troïka, cette triade établie à l'OPEM. Et vont profiter pour une bonne part, et on trouvera dans la collaboration, ce n'est pas nié par les instances officielles qui s'occupent de l'histoire du royaume, vont tenter de prendre une part du pouvoir. Je ne vais pas citer un ensemble de noms parce que ce serait trop fastidieux. La plupart viennent évidemment du mouvement rexiste né en 1936, du mouvement flamand qui se radicalise à droite à droite si on peut s'exprimer ainsi, dans les années 30, mais aussi d'éléments divers et même des communistes vont passer à une forme ou une autre de collaboration avec l'occupant en espérant se tailler un créneau dans l'administration du pays après la guerre. Bon, alors, la répression militaire, puisqu'il y a un état de guerre qui sera prolongé jusqu'en 1951, les tribunaux militaires vont faire la chasse à tous ceux qui ont pactisé avec l'occupant à partir de 1940 euh, jusqu'à la libération du territoire par les armées anglo-saxonnes. Donc, ça va créer une tension, surtout en Flandre, et donner naissance, 10 ans après la libération, en 1954, au premier parti, la Vlaamse Concentratie, qui ne vont jamais cesser de croître au sein de l'électorat. Le mouvement flamand deviendra incontournable et mettra l'unité du pays, évidemment, défiera le système unitaire belge et la triade, et forcément la triade de, euh, de l'OPEM établie en 1919 par l'entourage royal. Donc, mais on accusera aussi des fédéralistes ou des autonomistes francophones, comme quand le FDF en 1970 perce à Bruxelles lors des élections d'octobre 1970. On verra partout des affiches qui assimileront le FDF qui n'avait pas du tout la même idéologie au rexisme, ce qui est quelque chose d'absolument aberrant. La veille des élections, je me rappelle très bien, il y a eu un affichage sauvage, je me rappelle, dans la chaussée de Charleroi, tout près d'ici, il y avait ces affiches. Bien, donc ça c'est la dynamique de la Belgique, les trois partis traditionnels face à un ensemble d'autres partis politiques divers où le mouvement flamand, où l'autonomisme flamand se taille la part du lion. Et nous verrons, d'ailleurs, les derniers sondages sont assez éloquents. Les deux partis nationalistes flamands atteignent 50% des intentions de vote en Flandre, bien entendu, alors qu'il y a effondrement total des trois partis traditionnels de la triade de l'OPEM, de la triade de 1919, avec les socialistes qui frisent entre 12 et 14%, les démocrates chrétiens tout autant, et le Parti libéral encore un petit peu moins, mais il paye la gestion du Covid. Le Premier ministre était libéral. Les deux premiers ministres, Mme Wilmès et M. De Croo, payent évidemment la gestion du Covid parce que les gens n'ont pas digéré ces mesures
les mesures qui ont été prises et imposées pendant les années 1920, 2020 et 2021. Donc, nous avons exactement la situation contraire à ce qu'avait espéré Albert Ier en 1919, c'est-à-dire qu'on voit les partis challengeurs de cette époque-là, le mouvement flamand qui s'appelait le Front Partij, c'était euh, les soldats flamands qui revenaient du front de l'Isère et qui estimaient avoir fait une guerre qui n'était pas la leur puisqu'elle était celle de la France. Euh, et qui exigeait des droits, le droit de vote, l'abaissement du sens qui a été accordé, et d'ailleurs à la même époque, le suffrage universel est passé dans la Constitution à ce moment-là, au lendemain de la Première Guerre mondiale, aussi parce que le Parti socialiste avait avant-guerre pour exigence le suffrage universel pur et simple. Il lui a été accordé à partir du moment où il a été considéré comme un pilier, un zeil, on dit en néerlandais, un pilier de l'établissement belge. Donc les trois piliers, ou la triade de l'OPEM, ce sont les trois piliers politiques, catholiques puis démocrates chrétiens, libéral et puis socialiste, où les deux piliers principaux seront bien entendu, puisqu'ils auront toujours plus de voix que les libéraux, seront les démocrates chrétiens et les socialistes, bien sûr, de qui restera presque jusqu'au seuil de l'an 2000, ça a été les éléments incontournables de la formation de tout gouvernement belge. Les gouvernements se faisaient assez rapidement parce que socialistes et démocrates chrétiens pouvaient très aisément trouver et très rapidement une majorité parlementaire, ce qui, avec l'érosion de ces partis-là, rend la formation d'un gouvernement beaucoup plus difficile pour la simple et bonne raison qu'il faut tenir compte de plusieurs partis, qu'il faut tenir compte d'un cordon sanitaire qui est appliqué essentiellement au Vlaamsblok puis au Vlaams-Belang. Pas tellement la NVA, ça n'a pas été possible. On a tenté d'élargir le cordon sanitaire aux deux formations flamandes, mais arithmétiquement, ce n'était pas possible. Et c'est comme ça que le Premier ministre aujourd'hui appartient à la NVA, le premier ou le deuxième. Hein, ils se battent tous les deux pour avoir, disons, pour être le parti majoritaire en Flandre. Et c'est ça qui rend évidemment le pays difficilement gouvernable. Ensuite, cela se complique. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, donc ce mouvement flamand prend son envol progressivement à partir de 1954 avec la Vlaamse Concentratie qui deviendra la Volksunie, etc. Et en 1963, il y a des incidents le long de la frontière linguistique. Je ne vais pas tous les énumérer ici parce que ça n'a plus d'importance, ça n'a pas assez d'importance pour mon propos, parce que euh, cette agitation a contribué à créer la frontière linguistique. Avant, il y avait un État unitaire et on ne tenait pas compte de cette frontière linguistique. Donc chaque village, chaque commune va être d'un côté ou de l'autre de la frontière linguistique, avec évidemment des communes dites à facilité où la population flamande en région wallonne ou la population francophone ou wallonne en région flamande était suffisamment importante pour qu'on crée des facilités dans les communes pour que les gens puissent demander ou faire usage des services de la commune dans la langue de leur choix ou dans leur langue maternelle. Donc, il y a en fait plus de communes en facilité sur le territoire wallon pour les Flamands que de communes à facilité pour les francophones côté flamand. Et ces communes à facilité sont essentiellement se trouvent essentiellement autour de Bruxelles. Hein. Il y a 6 communes à facilité autour de Bruxelles
et ce sont elles qui ont souvent conduit à des discussions, voire des conflits politiques dans la région bruxelloise et autour de la région bruxelloise. Mais ce conflit-là tend à s'atténuer, autour de Bruxelles du moins, le long de la frontière linguistique aussi. Ce n'est plus un problème majeur. Longtemps, dans la commune des Fourrons, qui au départ appartenait à la province de Liège et puis est passée à la province du Limbourg, sans faire l'unanimité de tous les habitants. Et il y a eu pendant des décennies des querelles pour justifier le statut devenu flamand à la fin, le statut de la commune des Fourrons, qui se trouve tout à fait à l'est de la Belgique, à proximité des Pays-Bas et de l'Allemagne, avec un dialecte particulier, etc., qui justifie une identité, enfin, qui permet d'établir une identité assez particulière pour cette micro-région. Bon, donc on a vu que à partir de la création de cette frontière linguistique, ça c'était la première étape, puis on est passé à la fédéralisation du royaume, avec une architecture qui est assez compliquée, hein, que je vais tenter d'expliquer pour nos amis étrangers tout à l'heure, mais il se fait que les collèges, les collèges électoraux, que les partis politiques, etc., sont différents. Il y a eu, à la suite de la création de cette frontière linguistique, la séparation de tous les grands partis, par exemple les partis des trois piliers se sont séparés et il s'est constitué un parti flamand et un parti francophone pour les démocrates chrétiens, pour les socialistes et pour les libéraux. Donc finalement, les majorités sont très différentes de part et d'autre de la frontière linguistique, avec un socialisme traditionnel qui survit en Wallonie de manière beaucoup plus virulente, beaucoup plus solide qu'en Flandre. Et en Flandre, avec une croissance qui fut exponentielle depuis, je dirais, la fin des années 70, le début des années 80, une croissance expansionnelle des nationalismes flamands. Donc il y a deux comportements électoraux dans le pays qui sont fondamentalement différents l'un de l'autre, ce qui va compliquer la gestion du royaume. Donc, alors, que devient, après la création en 1963 de cette frontière linguistique, on va assister à une fédéralisation du royaume. Alors, on va baser cette fédéralisation sur deux critères. Le critère de la langue et le critère de la géographie. Avec le critère de la langue, on a les communautés. Donc, il y a une communauté flamande de langue néerlandaise, une communauté française pour les gens de langue française en Wallonie et à Bruxelles, une communauté germanophone à l'est de la frontière de la province de Liège, le long de la frontière allemande. Alors, qu'est-ce qu'une communauté? Elle est basée sur la langue. Et si elle est basée sur la langue, elle fait partie, et ça c'est très, très important, je souscris entièrement à cette vision qu'ont eu les constitutionnalistes et qui ont créé ce fédéralisme à la belge, c'est la personne. La personne, la langue est une composante inaliénable de la personne. Alors, tout ce qui concerne de la personne vont être délégués aux communautés. Par exemple, l'enseignement est un attribut de la personne. Recevoir un enseignement, c'est former sa personnalité, donc ça fait partie de la personne. Et par conséquent, l'enseignement flamand relèvera de la communauté flamande. Et puis l'autre critère est régional. Donc, il y a la région flamande, mais le territoire de la région flamande correspond au territoire de la communauté flamande
Donc, elles ont fusionné. Côté francophone, c'était différent. Donc, nous avons la région wallonne, mais la région wallonne comprend le territoire de la communauté germanophone, qui est trop petite territorialement, qui est trop réduite sur le plan démographique. Il y a entre 70 000 et 100 000 habitants de la Belgique qui sont de langue allemande. Il y en a qui sont évidemment dispersés dans le royaume et sont des gens qui sont généralement parfaitement bilingues. Euh, donc ça fait partie, le territoire de la communauté germanophone fait partie de la Wallonie, mais Bruxelles ne fait pas partie de la Wallonie puisqu'il y a une région de Bruxelles capitale. Où, par exemple, pour l'enseignement, la majorité, enfin ce n'est plus tout à fait exact, mais au départ, la majorité des élèves allaient dans des écoles de langue française. Et l'immigration, les gens issus de l'immigration choisissent généralement la langue française, pas tous, mais majoritairement, ils choisissent la langue française. Donc, l'enseignement à Bruxelles va dépendre de la communauté de langue française. Alors, on voit maintenant, avec les manifestations qui ont eu lieu ces jours-ci à Bruxelles, c'est que cette communauté de langue française, au début, ça s'appelait la communauté française, maintenant ça s'est appelé la communauté Wallonie-Bruxelles. La communauté Wallonie-Bruxelles n'a pas de recettes fiscales ou très peu de recettes fiscales et dépend du fédéral. Donc elle dépend, l'enseignement dépend paradoxalement du fédéral pour être subsidié, ce qui fait que les Flamands rouspètent quelque part parce qu'ils doivent payer un enseignement qui est très cher et dont le budget n'est jamais équilibré. Et il est question maintenant de fusionner ou de supprimer cette communauté Wallonie-Bruxelles et de transposer ses compétences à la région wallonne. Et alors, que va-t-il se passer à Bruxelles? On n'en sait rien. Peut-être seules les écoles de Bruxelles seront subsidiées par le fédéral, mais plus celles de Wallonie. Bon, donc ça c'est le problème. Ce sont des problèmes assez complexes qu'il n'est pas facile d'expliquer parce que les gens voient dans cette querelle linguistique simplement, je dirais, le folklore nationaliste, les drapeaux, les slogans, les chants, etc. Tout ça est bien réel, mais dans la gestion du quotidien, cela a peu d'impact, évidemment, puisque ici, il s'agit essentiellement d'une question, une répartition budgétaire et une répartition des clés budgétaires qui sont particulièrement difficiles à gérer. Et ça, on le comprend. Mais toute gestion politique se heurte à des difficultés, ça il faut en tenir compte. Et il faut dire qu'en dépit de tout, en dépit parfois de slogans ou de disputes politiques, le pragmatisme belge a réussi à résoudre tout ça. Mais si la Belgique est dans une situation précaire comme tous ses voisins d'ailleurs, mais je crois que la situation est plus grave en France et qu'elle est plus grave en Allemagne, qu'elle est équivalente, je dirais, aux Pays-Bas et qu'elle est moins grave que ce qui se passe aujourd'hui dans le Royaume-Uni. Donc, la question migratoire pose problème comme dans tous les pays d'Europe, puisque cette semaine-ci, les manifestations relatives à l'immigration, aux immigrations qui arrivent en Europe, ont été particulièrement nombreuses en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, où elles ont été plus violentes, et au Royaume-Uni, où elles sont toujours en cours et où elles sont violentes.
En France, c'est la mort de deux ou trois enfants euh, qui provoque une révolte contre le système judiciaire. Bon, donc là, nous avons tous ces problèmes qui affectent nos voisins sont perceptibles en Belgique aussi, mais avec un pragmatisme et un bon sens qui permet quand même de freiner, freiner un accès éventuel de violence. Donc, ceci dit, les problèmes ne seront pas résolus pour autant. Alors, qu'est-ce qui menace la Belgique? Ce qui menace la Belgique, eh ben, ce qui menace la Belgique, c'est essentiellement le problème. Le problème majeur vient évidemment de l'effondrement du système industriel allemand puisque ce système industriel ne peut plus s'approvisionner à une énergie bon marché, donc il n'est plus concurrentiel du tout dans le monde entier, puisque bon, on sait, pour prendre l'exemple le plus banal, c'est l'industrie automobile allemande qui s'était taillée des parts du marché partout dans le monde. Et maintenant, on assiste à un recul et à un effondrement, ce qui aurait été impensable. On nous aurait dit ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Personne n'aurait cru que Volkswagen, BMW ou Mercedes ou même Porsche allaient s'effondrer, avec le risque évidemment. Et il suffit de regarder par la fenêtre ici, de voir qu'il commence à y avoir des automobiles de grande qualité et qui sont fabriquées en Chine ou qui dépendent d'une maison mère chinoise. Même le taxi qui stationne ici tous les jours euh, sur la place est maintenant un taxi de marque chinoise. Donc, on a cet effondrement dû aux suites de la guerre d'Ukraine et de l'explosion consécutive des pipelines qui amenaient le gaz russe en Allemagne et qui permettaient, évidemment, c'était notre principal partenaire commercial, qui permettait évidemment aussi aux industries belges de fournir des produits finis et de produits agroalimentaires, etc., en compensation de ce que l'Allemagne livrait ici. Notre balance commerciale était légèrement déficitaire avec l'Allemagne, mais elle était largement, c'était le contraire avec la France. Donc, paradoxalement, nous fournissions à la France des produits finis agroalimentaires à une échelle très importante, sans compter les services, puisque les ports d'Anvers et de Rotterdam fournissent tout ce que Macron a appelé le Grand Est en France. Et ces régions sont alimentées par le port d'Anvers et de Rotterdam et par le Rhin, bien sûr, puisque c'est la seule artère traditionnelle qui permet d'accéder à l'Alsace, à la Lorraine et à la Franche-Comté. Donc là, nous regardons toujours ça entre nous avec grand humour en disant, ben voilà, Louis XIV a annexé ces régions. Elles ont été ruinées de fond en comble par l'occupation française. Bon, au cours du XXe siècle, au cours des 30 glorieuses entre 1945 et 1975, elles sont sorties un petit peu du marasme, mais elles sont toujours alimentées, elles sont sorties du marasme en partie parce qu'elles sont alimentées par les pays dont elles faisaient partie à l'époque des ducs de Bourgogne et à l'époque du Saint-Empire. Bon, ça, c'est une chose qui est amusante à souligner. Et c'est des conclusions que je tire au départ des atlas que l'on donne aux élèves de France et de Navarre pour leur cours de géographie. Donc ça n'apparaît même pas dans un manuel belge ou dans un manuel autre que français. Bon, pour en revenir à la situation de la Belgique, bon, les problèmes d'immigration, les problèmes de cherté de la vie,
les problèmes d'accès à l'immobilier sont des problèmes que les gouvernements des partis dits traditionnels, des trois piliers qui restent au pouvoir malgré l'érosion de leur électorat, et ne peuvent pas résoudre, et que la NVA, qui est au pouvoir, mais qui ne peut être au pouvoir que avec l'appui des voix venues des trois partis traditionnels de l'architecture belge de l'OPEB en 1919, ne parvient pas à résoudre. Donc, on ne parvient pas à résoudre le problème qui se pose à tout jeune homme et à toute jeune fille qui cherchent à s'installer, à acquérir un appartement. Tout ça est beaucoup trop cher. Du temps de mes parents, ben, au bout de 10 ans, on était même pas 10 ans à l'époque, on était propriétaire de sa maison et on pouvait rembourser l'emprunt de la banque qui, elle, en plus, donnait parfois des intérêts de 10% par an, ce qui était énorme, ce qui est totalement impensable pour les générations actuelles. Et là, aucune initiative politique n'a été prise pour contrer ce qui fait la vie chère, c'est-à-dire il n'y a personne qui est là pour juguler l'impact, pour mettre un holà à l'augmentation des prix dans les supermarchés, dans la grande distribution, pour mettre un holà dans l'augmentation démentielle du prix de l'immobilier, ce qui entraîne une augmentation démentielle des loyers, surtout à Bruxelles. Euh, Beaucoup de jeunes gens, de jeunes couples sont obligés d'aller habiter loin de Bruxelles parce que l'immobilier n'est plus finançable. Ça, ce sont tous des problèmes de la vie quotidienne qui affectent tous les citoyens qui ne trouvent pas de solution politique. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet politique pour y mettre un terme. Et encore, ce serait très difficile puisqu'il y a une dépendance excessive de tous les gouvernements nationaux, de tous les parlements nationaux au diktat de l'Union européenne. Le dernier, le, les deux derniers incidents ne concernent pas la Belgique, ou bien la concernent indirectement, mais par exemple les mesures que la Hongrie d'Orban avait prises et que son successeur n'entend pas abroger, les mesures en faveur de la famille, la protection de l'enfance, etc., étaient des mesures tout à fait raisonnables, tout à fait positives. Eh bien, il paraît qu'elles ne correspondent pas aux valeurs, entre guillemets, de l'Union européenne. Donc, on fait pression sur le nouveau gouvernement hongrois, qui pourtant avait eu l'appui de l'Union européenne. Ce nouveau gouvernement hongrois, dans la campagne électorale, avait reçu l'appui de l'Union européenne, mais ce même gouvernement est mis sous pression pour abroger les lois que son propre Parlement avait votées pour la protection de l'enfance et de la famille. De même, il y a aussi des lois, je ne sais plus exactement lesquelles, mais ça a un rapport avec l'énergie, donc avec le prix de l'énergie. Le Parlement slovaque vient de prendre des mesures, a pris des décisions qui abondent dans un sens, mais l'Union européenne n'est pas d'accord, et ainsi de suite. Donc là, il y a, je dirais, dans le chef de l'Union européenne, ce n'est plus, on ne peut plus parler d'une instance démocratique dans le cas qui nous préoccupe, parce que la Belgique ne pourrait peut-être pas prendre les mesures de protection de la famille, qui sont aussi des mesures qui permettent à la famille d'avoir un logement relativement bon marché, de ne pas être réduit à l'esclavage de la dette pendant 20, 30 ou 40 ans pour pouvoir se payer un logement. C'est absolument impensable, c'est tyrannique ce système, et je plains évidemment les jeunes générations de tout mon cœur
parce qu'elles ne peuvent pas accéder à la propriété, alors qu'il y a des logements, il y aurait des logements pour tout le monde, des vieux logements qu'on pourrait rénover, mais malgré cela, eux aussi sont trop chers. Donc, nos parlements ne pourraient peut-être pas prendre les mesures adéquates qui pourraient mettre un holà à tous ces problèmes. Ensuite, là, je dirais que je ne vois pas pourquoi une Union européenne ne laisserait pas aux parlements nationaux, aux parlements locaux, aux parlements provinciaux, à tout ce que vous voulez, le loisir de prendre des mesures qui conviennent à leur population. On a dit, par exemple, le système fédéral allemand permet évidemment d'avoir dans chaque land un système scolaire différent, adapté aux réalités locales, aux industries locales, etc., et pas un enseignement unifié, centralisé, euh, bureaucratisé, comme nous l'avons nous aussi d'ailleurs. On pourrait d'ailleurs commencer par là. La Suisse, qui est un modèle démocratique absolument remarquable depuis des siècles, a dans chaque canton des mesures, chaque canton a ses lois qui sont différentes du canton voisin. Donc, il est tout à fait possible de respecter l'identité politique, les désirs de chaque population particulière sur des territoires particuliers euh, au sein de l'Union européenne. Donc, ça pourrait s'appliquer en Belgique, à l'intérieur de chacune des communautés d'ailleurs, parce que l'Ardenne n'est pas le bassin minier de Charleroi. Euh, euh, la région autour de Namur, qui faisait l'ancien comté de Namur, n'est pas celle de Verviers, et ainsi de suite. Le Limbourg n'est pas la Flandre occidentale, et la région d'Anvers n'est pas celle de Gand non plus. Il y a des différences qu'il faudrait pouvoir respecter euh, à tout niveau. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Tout ça, évidemment, pour un public qui n'est pas belge, qui n'est pas frotté jour après jour à ces problèmes, qui ne, qui ne dispose pas de la presse. Il y a quelques organes de presse qui ne sont pas conformes, parce qu'il y a aussi, bien entendu, ça c'est un malheur qui frappe l'ensemble de ce qu'on appelle l'Occident ou l'anglosphère ou ce qui dépend de l'anglosphère, dont nous-mêmes via l'OTAN. Il y a une political correctness, comme on dit en anglais, les Canadiens traduisent ça par rectitude politique, ce qui est très juste. Il y a ce politiquement correct qui, euh, qui s'exprime dans l'ensemble de la presse mainstream. Et cette presse mainstream, en Belgique, au même titre que les trois partis traditionnels, perd, perd des plumes à longueur de journée. Et quand même il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ben, il y avait des piles de journaux le soir, la Libre Belgique, etc. Il y avait des piles et chacun venait le matin pour lire, acheter son journal. Ce n'est plus le cas et il reste une dizaine de soirs. Bon, les gens peuvent peut-être le lire sur Internet, peuvent s'abonner sur Internet. Ça a été le cas même de personnes très âgées que j'ai connues qui se mettaient à plus de 85 ans à lire leur journal sur l'écran de leur ordinateur. Il y en a plus d'un qui faisait ça, mais cette presse mainstream perd malgré tout des plumes
mais il existe un ensemble de revues comme Wilfried ou Kairos ou côté flamande, Scheld, Paliterke, etc., qui apportent quand même un éclairage très différent et qui attirent notre attention sur tous les excellents livres qui paraissent dans le royaume et qui posent les bonnes questions au monde politique pour savoir s'il fonctionne correctement, si la partitocratie n'a pas créé des circuits de corruption qui ont partiellement ruiné le pays et on s'en est aperçu qu'à la fin des années 80. Euh, euh, nous payons, nous payons, nous payons aussi le prix de la mauvaise gestion de cette triade de l'OPEM, évidemment, qui s'est étalée sur, je dirais, un peu moins de 100 ans, sur 80 années. Et puis après, nous sommes dans l'interrègne. Nous sommes depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis un quart de siècle dans un interrègne où rien de précis ne se dessine à l'horizon. Et pour conclure cette interview, où on peut retrouver une voix plus libre, comme la vôtre, pour connaître des analyses de Ah qualité ben ça, je dis à toutes sortes de gens, ben voilà, lisez ceci, lisez cela. Je ne vais pas dire qu'il faut lire mes productions parce que moi je m'intéresse de par ma formation aux relations internationales, aux problèmes géopolitiques. Et c'est vrai, j'ai publié je peux publier aussi bien un article sur le Kazakhstan, enfin, qui n'est pas de moi, mais qui vient d'un site italien, allemand, même tchèque ou polonais. Donc moi, je fais autre chose, mais je crois que les gens, je ne vais pas donner de recette, je vais dire, allez chez votre marchand de journaux et regardez un petit peu ce qu'il y a en production belge, évidemment, parce que, bon, on peut évidemment lire comme j'ai ceci, par exemple, oui, euh, un numéro du Point sur comprendre l'économie. Bon, ça, c'est un journal français qui est rédigé essentiellement pour des Français, mais c'est l'économie en général, c'est la théorie économique. Donc, vous pouvez lire évidemment ces journaux, mais la politique française n'est pas la politique belge, ça c'est ce que je dis aux francophones, et se passionner pour les aventures de Mélenchon, de Bardella, de Macron et de son épouse, etc. Tout ça, c'est du temps perdu, ça ne parle pas de notre réalité politique. Et ça, il faut aller chercher chez votre marchand de journaux, vous trouverez 3, 4 titres non conformistes et comme Kairos ou Wilfried, etc., ils ne disent pas nécessairement ce que je pense, hein, mais ils disent les choses d'une autre façon. Et c'est ça qui est important. Et pour les curieux Ils donnent de vos des travaux éclairages. et de vos analyses, on peut vous retrouver où, vous, monsieur Stuckers? Oui, mais moi, ces analyses ne concernent pas la Belgique. Mais vous pouvez les retrouver sur les sites, hein, que vous soyez francophone, néerlandophone ou germanophone. Je les fais en 3 langues. Hein. Chaque texte est fait, sauf s'il est au départ en français, ben, il sera traduit en néerlandais et en allemand. S'il est en néerlandais, il sera traduit en français et en allemand, et ainsi de suite. Mais ça, on mettra en dessous, il faudra mettre les références sur les sites. Hein. Est-ce que tout est bon pour vous, monsieur Donc, Stuckers, ou il y avait des choses à ajouter au développement? ben, ça, c'est à vous-même me dire si vous souhaitez que j'ajoute quelque chose, si vous estimez que j'ai omis de parler de ceci ou de cela, vous me posez la question. Et peut-être en fait parler